C'est un plaisir pour moi d'introduire nos intervenantes. Donc, il y a Swati Kakar-Perrault, qui est la coordinatrice de l'étude Partage, qui est au niveau du volet 2 en ce moment. Donc, partage pour prévention, accès aux droits, rattrapage vaccinal, traitement des affections pendant la grossesse et pour l'enfant. Donc, on a parlé ce matin de dépistage de consultation prénatale des futurs pères. Donc là, on a la chance d'avoir une expérience concrète. Et Swati va intervenir avec le docteur Inès Moloufukila, donc, qui est médecin généraliste à l'hôpital André Grégoire Montreuil. Donc, vous verrez qu'en plus, on a la chance à la fédération d'être à Montreuil et on vous racontera comment on s'est rencontrés. Donc, on a la chance d'avoir une représentation de Montreuil. Nous en sommes très fiers. Carmen Adé, qui est notre référente vaccination et hépatite B, qui est égale au niveau de la fédération, qui est également administratrice au niveau de l'association régionale SOS Hépatite Alsace-Lorraine, nous portera la voix des patients, portera ce qu'on porte au niveau de l'association et du réseau SOS Hépatite. Et nous avons la chance d'avoir Stéphanie Vantinghem, infirmière coordinatrice régionale pour le Centre expert hépatite éducation thérapeutique du CHRU de Lille. CHU, allez, c'est plus simple, on fait court. Alors, Swati, pour la petite histoire, on s'est rencontrés en décembre 2022. Elle nous a adressé un mail par rapport à une cartographie pour accompagner les patients dans le cadre des dépistages qu'ils ont réalisés, qu'elle va vous présenter. Et donc, ces dépistages, il y avait une certaine prévalence d'hépatite B. Et donc, on s'est rencontrés, on était sur le même territoire. Et donc, comme vous le verrez au niveau des partenaires aussi, c'est une étude de la NRS-MIE. Donc nous sommes, d'un côté, nous sommes sur Montreuil, nous ne les connaissions pas. Nous travaillons avec la NRS-MIE et par ce volet-là aussi, nous ne les connaissons pas. Donc c'était vraiment une belle rencontre et merci d'être présentes toutes les deux pour nous présenter votre étude. Merci beaucoup de nous avoir proposé de venir. Donc, je suis Swati Perrault, la coordinatrice du projet, et puis je travaille. Donc, je suis le docteur Moloufukila, je suis médecin généraliste et donc je suis attachée au projet. Juste pour clarifier un petit peu les choses, on va vous présenter l'historique du projet qu'on met en œuvre. Donc, comme vous l'avez compris, qui est une consultation prénatale de prévention dédiée aux pères, donc qui pour l'instant est expérimentée sur le territoire de Montreuil. La partie de l'étude partage qu'on va vous présenter pour un petit peu recontextualiser toute la réflexion qui a initié ce projet-là, nous, on ne fait que la relater parce qu'on est arrivé pour la phase de mise à l'échelle de la consultation en novembre 2022. Donc, c'était juste pour être bien clair par rapport à ça. Voilà. Alors, donc, juste pour recontextualiser, donc Montreuil, c'est une ville en Île-de-France, en Seine-Saint-Denis. C'est une ville qui est très cosmopolite, qui accueille des populations qui sont très diverses, tant en termes d'origine que de classe sociale. Et donc, cette ville possède une maternité de niveau 3, où il y a eu plusieurs cas de découverte de séropositivité VIH durant les suivis de grossesse. Et parmi ces découvertes, il y a eu une primo-infection qui a eu un effet déclencheur. Donc, elle concernait une femme d'origine congolaise qui n'avait pas de critères de précarité particuliers, qui faisait partie d'un couple stable. Elle en était à sa 4e grossesse. Les 3 grossesses précédentes avaient été suivies à la maternité de Montreuil. Elle avait bénéficié de sérologie VIH pour ses grossesses précédentes et toutes les sérologies étaient revenues négatives. Et puis donc là, à la 4e grossesse, on refait la sérologie et là, elle revient positive. À ce moment-là, le mari est testé également, donc le mari était positif également. Et sur son bilan initial, on retrouve en fait des signes d'une infection ancienne, d'une infection qui était qu'on estimait présente dès la 3e grossesse. Donc de là est partie toute la réflexion de se dire est-ce qu'on aurait pu protéger cette femme enceinte? Donc la grossesse, c'est une période de vulnérabilité vis-à-vis de la contamination VIH. C'est un risque qui est connu et c'est pourquoi il y a des dépistages qui sont faits systématiquement dès qu'une femme est suivie lors de sa grossesse. Et donc la bonne nouvelle dans le cas clinique précédent, c'est qu'on a pu éviter la transmission à l'enfant à naître grâce à ce dépistage systématique.
Donc la réflexion de se dire est-ce qu'on aurait pu protéger cette femme enceinte, c'était de se dire le mari, s'il avait été dépisté à la grossesse précédente, on aurait pu lui faire bénéficier d'un traitement. Il serait devenu indétectable au niveau de sa charge virale VIH et il n'aurait plus été contagieux pour son épouse. Et donc, on est parti de ce cas clinique pour se dire que la grossesse était peut-être une occasion manquée pour dépister les hommes et que pour protéger la femme enceinte, il faudrait dépister les 2 conjoints pendant la grossesse. Et donc, à partir de là, le docteur Pauline Penaud, infectiologue et chef de service du CEGID de l'hôpital André Grégoire, ainsi que des professionnels de santé de la maternité, ont commencé par un petit projet qui s'appelait le projet Papa et qui consistait simplement à faire du hors les murs, juste à côté, puisque le CEGID est dans le bâtiment de l'hôpital et que la maternité l'est aussi. Donc vraiment juste à côté, du hors les murs à la maternité. Il s'agissait alors de marauder, de mettre en place des permanences au sein de la salle d'attente de la maternité, en proposant à tous les papas qui y attendaient soit un TROD, qui était effectué par des médiateurs ou des enquêteurs d'associations partenaires, soit un bilan sanguin plus complet au CEGID avec un système de tickets coupe-fil, etc. Il était aussi administré au père un questionnaire où on s'est rendu compte qu'ils exprimaient, au-delà donc, de la question de la santé sexuelle et du dépistage, ils exprimaient d'autres besoins, notamment des besoins en santé avec des plaintes somatiques très diverses. Mais aussi, on constatait qu'ils n'étaient pas à jour de leur vaccin et qui n'avaient pas toujours de droits sociaux ouverts. Donc à partir de ces différents constats, le docteur Pauline Penaud a mis en place au sein de la maternité de l'hôpital André Grégoire l'étude Partage qui s'est tenue entre janvier 2021 et mai 2022. L'étude visait à évaluer l'acceptabilité et la faisabilité d'une consultation prénatale de prévention qui serait dédiée au père et qui comprenait donc un dépistage des IST, du VIH et des hépatites virales, un rattrapage vaccinal et puis le traitement des affections si elles étaient objectivées et identifiées par le professionnel de santé, et puis une orientation vers l'ouverture de droits si nécessaire. La méthode était la suivante. Toutes les femmes qui venaient au sein de la maternité dans le cadre de leur consultation prénatale, il leur était proposé de partager les coordonnées de leur partenaire. Et si elles acceptaient, leur partenaire était rappelé par téléphone, par les professionnels de santé faisant partie de l'équipe de recherche. Et rappeler, c'est un terme un peu léger, on pourrait presque dire harceler jusqu'à qu'ils arrivent à la consultation, effectivement, ou qu'ils refusent de venir à la consultation, ou jusqu'à que les chercheuses et les chercheurs baissent les bras. Enfin, donc il y avait un effort proactif extrêmement important. Au final, en l'espace de 15 mois, ce sont quand même 1333 pères qui ont bénéficié effectivement de la consultation et qui ont bénéficié de la consultation. Et ça représente 53% des pères avec qui un contact téléphonique avait été établi. Donc un niveau d'acceptation assez important. Ce qu'on a pu constater, c'est que ces pères-là n'étaient pas à jour de leur vaccin pour près de 43% d'entre eux. Il y a eu une diversité de pathologies diagnostiquées très très importante. Il faut voir la liste, hein, mais ça va du diabète à l'abcès dentaire, à l'orientation vers un autre professionnel pour des dermatoses, bilharziose, psychotrauma. Et puis, étant donné que c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, 53 hépatites B quand même, 4 hépatites C, et puis des co-infections hépatite D également. Les besoins en santé sont aussi soulignés par la diversité des orientations vers un autre professionnel qui ont été effectuées par cette occasion, donc vers un assistant social, des médecins spécialistes, psychologues.
Ce qu'on a pu, quelques leçons donc qu'on a pu retirer de cette étude, c'est que premièrement, les pères venus étaient très satisfaits de cette consultation, dans un contexte où ils ne se sentent pas tout à fait exclus de la grossesse, mais pas tout à fait inclus non plus. Et puis une consultation qui a bénéficié aux hommes les plus précaires. On se rend compte que ceux qui ont plus accepté la consultation, c'est ceux qui n'avaient pas d'ancrage dans le système de soins initialement. Mais ça a fallu un énorme effort d'aller vers téléphonique, comme j'ai pu vous le décrire. Et puis, 2 points qui sont importants pour la suite du projet, c'est que c'est une consultation qui sort souvent du périmètre, qui est souvent sortie du périmètre d'action des sages-femmes chercheuses, puisqu'elles assuraient aussi les consultations, et que cette consultation devait donc plutôt s'apparenter à une consultation de médecine générale. Et puis le dernier point qui est important, c'est que la proposition de cette consultation arrivait assez tard dans le suivi de grossesse, puisque les femmes enceintes, du fait des tensions au sein des maternités notamment, sont suivies de plus en plus tardivement à la maternité. Leur suivi hospitalier est de plus en plus repoussé. Et donc, l'équipe s'est dit qu'il serait plus pertinent que la proposition de cette consultation intervienne dès le suivi de grossesse en ville. Voilà. Je tiens à revenir, avant que je vous parle de la deuxième phase du projet. Je ne sais pas si ça s'est affiché. Ouais. Sur des faits un peu plus contextuels. C'est que je tiens à dire quand même que le dépistage du futur parent, du futur second parent, du futur père, fait quand même l'objet d'une recommandation à HAS depuis 2007 et qui a été rappelée dans la recommandation HAS, dans le cadre de la stratégie de réévaluation du dépistage du VIH en 2017 par la HAS. Donc c'est quelque chose qui existe. Et le docteur Goudot-Raval vient de me signaler tout à l'heure que la vaccination, notamment du partenaire de la femme enceinte, vient de faire l'objet d'une recommandation aussi datant du 21 septembre 2023. Voilà. Cette consultation, elle s'inscrit aussi dans un contexte où on observe que le recours aux soins des hommes est quand même moindre que celui des femmes, et cela s'observe aussi au niveau du dépistage, notamment du VIH. Associé à ces éléments, il faut savoir aussi que l'examen du futur père fait l'objet d'un article dans le Code de la santé publique. Et dans le cadre de notre plaidoyer par rapport à cette consultation-là, on s'est rendu compte que même si cette offre est théoriquement existante, c'est un dispositif qui n'est pas connu, qui n'est pas utilisé ni par les professionnels de santé, ni par le grand public. Et ça, c'est notamment lié au fait qu'il n'existe actuellement pas d'outils de facturation ou de remboursement adéquats qui permettraient à des professionnels de santé de s'emparer de ce dispositif et pouvoir proposer la consultation systématiquement aux femmes enceintes qui suivent. Donc on va vous présenter un petit peu ce qu'on met en œuvre actuellement. Donc suite à l'étude partage dont on vous a parlé, il a été donc décidé de déployer cette consultation pour laquelle la pertinence avait été soulignée, ainsi que du fait notamment des besoins en santé qu'on a observés chez les pères qui ont été reçus en consultation. Et donc depuis février 2023, la consultation est actuellement à l'œuvre à Montreuil. Et puis on va vous décrire un petit peu l'ingénierie de projet et comment on a organisé ça. Donc les objectifs, c'était d'organiser l'offre en s'appuyant sur le réseau de structures et d'acteurs déjà présents sur le territoire de Montreuil dans un objectif de pérennisation de cette offre. Et donc ça passait par multiplier les lieux où l'offre était relayée en ville,
avec toujours un rattrapage possible à la maternité. Comme je vous le disais tout à l'heure, il s'agit aussi de déterminer les modalités et conditions pratiques et concrètes permettant la tarification de cette consultation, mais aussi l'identification systématique des pairs pour leur proposer la consultation. Et puis, en parallèle, un volet recherche est aussi adossé à ce projet-là, l'objectif étant par le biais de méthodes qualitatives, de pouvoir créer un référentiel de cette consultation-là, de la mise en œuvre de cette consultation-là, qui pourra être utilisée ensuite par d'autres territoires pour mettre aussi en œuvre cette initiative. Alors, donc moi, je vais vous présenter le circuit de la consultation telle qu'elle a lieu en ce moment à Montreuil. Donc, pour accéder à la consultation, le père, il y a deux options. Soit il va être vu par un professionnel de la ville qui va pouvoir lui remettre le flyer d'information, et ce sera donc à lui de prendre rendez-vous. Et donc ça, c'est la principale différence par rapport à l'étude qui s'était tenue à l'hôpital. Là, le père est un peu autonomisé pour accéder, pour arriver jusqu'au professionnel de santé. Soit ça va se faire donc par un professionnel de la ville, soit ça peut se faire directement. Donc il peut avoir l'information par d'autres biais, par les affichages municipaux, par certains médias, donc notamment la radio de la ville de Montreuil. Et donc j'insiste bien sur le fait que ce soit un professionnel de la ville et pas forcément un professionnel de santé. Donc effectivement, on a des partenariats avec les centres municipaux, les PMI, les centres d'échographie, les laboratoires, mais aussi avec le service petite enfance, parce que les parents sont vus très tôt pour les modes de garde, pour les assistantes maternelles, aussi vis-à-vis de l'état civil, où il y a des reconnaissances anticipées de paternité pour les couples qui ne sont pas mariés. Donc voilà, on a essayé de créer un maillage qui fait que s'il y a un futur papa dans la ville de Montreuil, l'offre de cette consultation va se faire par plusieurs biais. La consultation en elle-même, elle va avoir lieu dans différents centres de la ville. Donc, à Montreuil, on a un peu la ville est un peu partagée entre Haut-Montreuil, Bas-Montreuil. Donc, il y a le centre municipal de santé qui est dans le Bas-Montreuil et puis l'hôpital qui est au niveau du Haut-Montreuil. Donc, quel que soit son lieu d'habitation, il va pouvoir accéder à cette consultation. Et puis, on a essayé de mettre des horaires assez étendus. Donc, il y a des consultations qui vont se tenir jusqu'à 20h à l'hôpital, jusqu'à 19h, 2 fois par semaine. Au niveau du centre municipal de santé, il y a aussi une consultation les samedis matins. Et puis, 2 fois par semaine sur des horaires d'après-midi. La consultation en elle-même, je vais vous la présenter juste après, mais elle comprend donc un entretien, un examen clinique, un dépistage qui va se faire de manière systématique. Et suite à cette consultation, je vais juste reprendre un peu. Suite à cette consultation, on va pouvoir orienter les patients en fonction des besoins. Donc soit vers d'autres professionnels, en s'appuyant sur toute l'offre de santé que Montreuil peut offrir, donc toutes les spécialités qu'on peut avoir au niveau de l'hôpital, au niveau des centres municipaux de santé. Si les patients ont déjà un médecin traitant, donc moi je vais faire un compte-rendu auprès de ce médecin traitant pour recréer un peu le lien si voilà, c'est un patient qui n'a pas été vu depuis longtemps. Si bien sûr il y a un dépistage, enfin un diagnostic qui se fait, donc on fait l'ordonnance du traitement et on assure le suivi par rapport à la pathologie dépistée. Et puis donc on peut leur redonner un rendez-vous par la suite. Donc la consultation en elle-même, elle dure entre 45 minutes et 1 heure. C'est une longue consultation, mais ça nous permet de faire vraiment le bilan d'un peu tous les aspects qui peuvent poser problème au moment de la grossesse. Donc il va y avoir un dépistage des vulnérabilités sociales, avec notamment on s'attache à ce que tous les patients qui passent par cette consultation aient des droits sociaux ouverts à l'issue de leur prise en soins. Il va y avoir, donc c'est une consultation de médecine générale, hein, donc on reprend les antécédents du patient, les antécédents familiaux. On s'attache ensuite à regarder tout ce qui est habitude de vie et parfois consommation, donc tabac, alcool, activité physique. Donc là, c'est un peu particulier, c'est un peu spécifique à la consultation, c'est-à-dire que pour chaque item, nous, ce qui va nous intéresser, c'est à la fois l'aspect santé individuelle. Donc par exemple pour l'activité sportive, oui, il faut s'attacher à faire du sport. On va parler alimentation aussi
pour la santé individuelle, pour prévenir tout ce qui est maladie cardiovasculaire. Et même, demain, vous parlerez de la NASH, donc ça s'inscrit un peu dans ce cadre-là. On va aussi essayer de responsabiliser le futur père et de mettre en lien sa santé avec celle de l'enfant. Donc pour l'activité physique, de dire si des parents qui ont une culture de l'activité physique au sein de leur foyer, ça fait des enfants qui sont moins sédentaires, moins sujets à des risques de surpoids. Et puis l'activité physique au moment de la grossesse et de l'arrivée d'un enfant dans un foyer, de savoir que l'activité physique, ça peut être un peu anxiolytique, ça peut servir de soupape de décompression pour le parent, et donc quelque chose à s'attacher, à développer au moment de la grossesse. Donc pareil pour les écrans, donc ça c'est tout ce qui est prévention et dépistage par rapport aux soucis qu'on peut avoir de surexposition des écrans auprès des tout-petits. On va discuter notamment de la santé mentale avec une sensibilisation autour de la dépression du postpartum du parent. Et puis, on va dépister les violences, et notamment au niveau de la santé sexuelle. Donc, on reprend un peu... on fait un peu le point avec eux. Est-ce qu'il y a d'autres partenaires sexuels que la femme enceinte actuellement? Est-ce qu'il y a déjà eu un suivi qui a été fait pour des infections sexuellement transmissibles auparavant? Et c'est dans ce cadre-là qu'on va un peu développer la proposition du dépistage de toutes les IST. Donc systématiquement, on propose des sérologies VIH, hépatite B, hépatite C, syphilis, chlamydia, gonocoque. On peut faire aussi un bilan un peu plus étendu en fonction du patient, des symptômes cliniques qu'il peut avoir. On fait pas mal de dépistage, notamment vis-à-vis de la drépanocytose. Et puis, on va sensibiliser aussi vis-à-vis des vaccinations. Donc, la vaccination anti-coqueluche, bien évidemment, dans le cadre de l'arrivée d'un enfant, mais aussi la vaccination hépatite B. Ensuite, il y a l'examen clinique, et suite à cette consultation bilan, on revoit le patient, on l'oriente vers un autre professionnel, et puis on s'attache à ce qu'il y ait un point d'ancrage dans le système de soins. C'est-à-dire que s'il n'a pas de médecin traitant, on le réfère vers un centre municipal de santé où vous pouvez faire la déclaration médecin traitant, et on s'assure qu'il y ait un bon suivi et que le père ne reparte pas dans la nature. Et donc ça, je vous en ai déjà un petit peu parlé. Donc les centres où a lieu la consultation, les horaires étendus, et puis les moyens pour prendre rendez-vous qui sont assez diverses. Donc voilà, Doctolib, le téléphone, donc la ligne téléphonique est dédiée à la consultation, et puis un mail. Juste rapidement vous montrer les outils de communication. Donc on a créé un mémo pour les professionnels qui récapitule toutes les informations dont ils ont besoin pour pouvoir nous orienter les papas. On l'a plastifié, mis au format A6, donc carte postale pour qu'ils puissent le mettre dans la poche de la blouse. Là, l'idée vraiment, c'est que la consultation la mise à l'échelle se base à la fois par l'appropriation du dispositif par les professionnels de santé qui doivent nous orienter les pères, et sur les pères, les couples eux-mêmes qui doivent s'approprier le dispositif, prendre rendez-vous si ça n'a pas été fait par le professionnel de santé. Enfin là, on est vraiment dans une espèce d'acculturation. On y est. À côté, donc il y a le flyer, et puis ensuite l'affiche qui a inondé Montreuil cette année. Donc voilà un exemple. On fait des groupes de papas, donc de papas qui ont déjà des enfants, pour qu'ils participent au projet aussi, pour qu'ils nous disent ce qui aurait été bénéfique pour eux dans le cadre de la grossesse de leur partenaire. Et les papas nous ont dit, mais nous on est plus souvent dans les bars et à la PMI, enfin on est plus souvent dans les bars et dans les librairies ou dans la rue qu'en PMI, alors allez mettre des affiches là-bas. Donc du coup on en a dans les librairies, dans la ville, pharmacie. PMI évidemment, tous les box des agents d'accueil de l'hôpital, de la PMI, des CMS, voilà. Bon, là c'est la communication de la ville et de l'hôpital. Et comme vous pouvez voir, quand même, c'est que on est quand même dans un changement de paradigme, parce que malgré toute la communication qui a été faite et l'orientation par les professionnels, on a quand même peu de pères qui prennent rendez-vous. Enfin, en l'espace de 7 mois, on a eu 105 pères, donc c'est assez peu à l'échelle de la ville de Montreuil. Par contre, on observe quand même un profil assez diversifié, avec là, sur 105 pères, on a quand même 23 nationalités différentes. On a eu 11 papas qui étaient sans abri, là, qui sont arrivés à la consultation très récemment. On a donc, en tout cas,
on balaye des profils qui sont assez diversifiés sur le plan socio-économique. Sur les 105 paires, il y a quand même 63 vaccinations qui ont été effectuées, donc avec un gros besoin à ce niveau-là, notamment pour la coqueluche. Sur ce même nombre de paires, c'est plus de 94% des paires qui n'ont pas fait de dépistage depuis plus de 1 an, et donc qui sont systématiquement effectués sur place ou prescrits. Et puis un nombre assez important de paires qui sont orientées vers un autre professionnel à l'issue de la consultation, que ce soit un médecin spécialiste, un médecin généraliste ou une orientation vers un médecin traitant, parce que s'ils n'ont pas de médecin traitant, on leur cherche un médecin traitant, un psychologue, kinésithérapeute, addicto, XAPA, CARUD, et puis autre assistant social, PASS. En parallèle, on évalue la consultation, comme je vous le disais, ça c'est le volet recherche, et on retrouve cette satisfaction dont faisaient part les pairs pendant l'étude partage, où les pairs parlent du fait que c'est la première fois qu'on s'approche d'eux, qu'on va vers eux avec cette manière de leur présenter la prévention, et que parmi les facteurs de motivation qu'ils ont pour avoir recours à la consultation, eh bien, c'est d'une part que ce soit pas seulement pour eux, mais pour l'enfant. Et donc ça, c'est un levier au niveau de notre plaidoyer assez important, parce que le recours aux soins chez cette tranche d'âge de population d'hommes, eh bien, on se rend compte que la grossesse, l'arrivée d'un enfant, c'est vraiment un facteur qui motive pour avoir un recours aux soins, ce qu'on n'arrive pas forcément à faire autrement. Et puis, si vous avez des questions, si tu as des choses à rajouter, Inès. Voilà. Merci Swati, merci Inès. Voilà, je donnerai d'autres détails tout à l'heure. On posera aussi les questions. Je vous remercie de passer le micro à Carmen. Alors, cet atelier donc, qui s'intitule, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je pense que ça fait bien la transition et on est vraiment aussi dans une démarche de santé globale. Donc, c'est quelque chose dont on a parlé ce matin. C'était important pour nous. Et puis, Inès et Swati étaient disponibles. Donc, encore merci. Donc l'atelier, on va rentrer dans vraiment le vif du sujet. Comment continuer à renforcer l'accompagnement dans l'hépatite B, en donnant d'abord la parole à Carmen pour porter les personnes qui nous appellent. Elles nous appellent, c'est presque toujours parce que ça ne va pas. Donc, on est là pour dire ce qui ne va pas et proposer des améliorations. Donc, Carmen va dérouler sa présentation en portant d'une part la voix des patients et en proposant ce que nous portons pour assurer et renforcer l'accompagnement des patients, de leurs proches aussi et de tous les usagers de toute façon. Carmen, je t'en prie. Bonjour à tous et merci de m'avoir invitée. Alors, porter la voix des personnes vivant avec l'hépatite B, et soutenir, assurer l'accompagnement. Alors, je prends mon papier parce que c'est un peu loin. La voix donc l'hépatite B, alors c'est une maladie meurtrière, mais facilement évitable. Une maladie contre laquelle il est possible d'agir efficacement, mais dont on ne parle pas assez. Et c'est face à cette situation paradoxale qu'ont voulu agir les acteurs des États généraux de l'hépatite B qui ont été officiellement lancés en 2019. Et la synthèse et le communiqué de presse ont été publiés en février 2021. Alors, le communiqué de presse, oui, c'était durant la période Covid, donc l'hépatite B, elle a continué à être présente. Et donc, on avait mis le plus contemporain des virus, le SARS-CoV-2, ne doit pas faire oublier le plus ancien des virus séquencés chez l'homme, qui nous nargue depuis 7000 ans. Alors, on appelle à la société civile à changer le regard sur cette maladie du foie. Alors, les États généraux ont mis en évidence une nécessité d'accompagnement. On a beaucoup parlé d'éducation thérapeutique, c'est bien de l'accompagnement, avec un accent sur ces besoins d'outils.
Et je vais vous en présenter un qui est disponible lors du forum et je crois que vous l'avez dans la pochette. Alors, je vis avec l'hépatite B. C'est donc un mémo qui est destiné aux patients avec ou sans traitement, avec des informations clés. Donc, il fait partie, pour information, d'un portfolio qui sera publié et disponible en janvier 2024, je pense. Alors, comme point fort, donc, déjà, je réalise au moins une fois le dépistage. Je réalise au moins une fois le dépistage de l'hépatite D, de l'hépatite C et de VIH, parce que très souvent, ils ne sont pas dépistés. Je pense surtout aux anciens patients qui n'ont parfois pas encore eu le dépistage de l'hépatite D. Quand le patient en est informé, il peut aussi en parler au médecin et le demander. Alors, je prends soin de mon foie. Mon suivi médical est régulier tout au long de ma vie. Et là, souvent, les patients qui n'ont pas de traitement ont plus de mal à intégrer de rester dans le suivi parce qu'ils ne comprennent pas trop pourquoi alors qu'ils n'ont pas de traitement. Donc, mon alimentation est équilibrée. On en a beaucoup discuté là en fin de l'atelier précédent. Donc, c'est un souci de SOS Hépatite, justement, de parler de cette alimentation aux patients qui ont une hépatite. Je fais régulièrement de l'exercice physique adapté et comme certaines personnes n'ont pas de moyens et souvent elles disent « mais je ne peux pas faire de sport, je ne peux pas me payer du sport dans une salle », mais il y a la marche et souvent ils font des escaliers, ils ne s'en rendent même pas compte alors que c'est aussi une activité physique. Je ne consomme pas d'alcool, ça c'est quelque chose de très fort pour toutes les hépatites, de ne plus consommer d'alcool qui est donc un facteur très favorisant pour les hépatites. Et je bois au minimum 1,5 litre d'eau par jour, ça c'est favoriser le travail du foie, qui est pour éliminer tout ce qu'il faut. Et également pour préserver la fonction rénale qui est impactée, d'autant plus lorsqu'il y a des traitements. Je protège mes proches, ils sont dépistés et vaccinés selon le résultat du dépistage. Et les proches, c'est un peu proche élargi, ce sont les proches qui vivent avec, mais aussi ça peut être étendu aux amis ou au cercle qu'ils côtoient davantage. Si j'ai un traitement, je le prends tous les jours à la même heure, je m'organise pour ne pas oublier sa prise. Et comme c'est un traitement pour une maladie chronique, donc à long cours, souvent les jeunes ou les moins jeunes, ils croient que si de temps en temps, un jour, ils ne le prennent pas, ce n'est pas grave. Or, si, c'est très important de le prendre tous les jours pour que le virus ne s'habitue pas à avoir de temps en temps pas de traitement et émerge malgré le traitement. Mais une fois qu'ils ont compris, ils sont observants, et donc d'où l'importance de l'éducation thérapeutique pour leur expliquer l'importance de cette observance. Alors, je mérite une vie sexuelle épanouie, j'utilise les préservatifs et autres dispositifs qui protègent des infections sexuellement transmissibles, mais contre l'hépatite B, moi je rajoute toujours que si la personne ou le partenaire est vacciné, il n'y a pas de risque pour l'hépatite B, pas pour le reste. Je mérite une vie professionnelle épanouie. Donc en France, vivre avec l'hépatite B ne doit pas être un frein pour exercer le métier de mon choix. Je me renseigne. Souvent, oui, les personnes qui veulent rentrer dans une filière, dans une formation de santé, se retrouvent avec un dépistage positif et ils ne se renseignent pas. C'est pas le dépistage qui est positif, c'est le résultat des anticorps qui est demandé pour prouver l'efficacité de cette vaccination, qu'ils ne peuvent pas présenter. C'est en cherchant pourquoi ils trouvent donc qu'il y a l'hépatite B et la porte leur est fermée. Or, depuis 2014, et sous réserve de certaines conditions, donc le Haut Conseil de santé publique
a émis un avis relatif à la conduite à tenir concernant ces personnes donc, ayant une infection chronique par le virus de l'hépatite B et voulant intégrer les filières de formation en santé listées dans la version de 2015, donc de l'arrêté de 2007. Sous certaines conditions, ça veut dire que si les personnes sont indétectables avec le virus, elles peuvent rentrer dans les filières de formation de santé. Pour être indétectable au virus, ça nécessite un traitement. Donc ça se passe entre le médecin généraliste, les pathologues et le médecin de travail qui est rattaché au centre de formation. Si la personne, donc, on lui explique comment qu'elle peut arriver à intégrer, on lui explique bien le traitement et que ce n'est pas un traitement anodin. Et si elle accepte, si elle est traitée, qu'elle est indétectable, elle aura un certificat de... non, le mot m'échappe. Un certificat d'aptitude, oui, pour rentrer à l'école, tout comme les personnes qui ont un taux d'anticorps suffisant pour prouver l'efficacité de la vaccination. Donc, le diagnostic, en aucun cas, ne figurera pas dans les dossiers d'anciens scolaires. J'en ai accompagné plusieurs. On y a abouti. Il y a juste une qui ne voulait pas s'engager dans un traitement de longue durée, qui s'est réorientée. Le tout, c'est de bien leur expliquer ce que ça implique comme traitement. Donc, ça fonctionne. Mais il y a de plus en plus de médecins qui sont quand même au courant du processus. Mais ce sont les usagers, je dirais, les personnes qui postulent, qui n'ont pas l'information. Et que si elles ne cherchent pas, elles abandonnent. Et souvent, c'est leur projet de réorientation ou vraiment ce qu'elles voulaient faire à tout prix. Et donc, je n'hésite pas à contacter SOS Hépatite, ou le numéro vert, s'il y a un souci. Alors, donc, de l'autre côté, oui. Alors, don du sang. Je vis avec l'hépatite B, je ne peux pas donner mon sang. Néanmoins, je peux demander à l'établissement français du sang de m'inscrire sur la liste de dons de sang pour la recherche. Et il y a des personnes qui sont vraiment frustrées de ne pas pouvoir donner leur sang. Mais lorsqu'elles ont l'information de pouvoir s'inscrire sur cette liste pour être appelées pour donner du sang pour la recherche, ça les satisfait quand même. Le don d'organes, donc je vis avec l'hépatite B et je ne peux pas être donneur d'organes. Néanmoins, les transplantations de foie entre les personnes vivant avec l'hépatite B sont possibles, ce que les personnes parfois ne savent pas non plus, mais de toute façon, si une personne doit être transplantée ayant l'hépatite B, oui, s'ils ne trouvent pas de foie à transplanter, ils leur proposent d'avoir un foie d'un donneur qui a l'hépatite B. Bien sûr, c'est sur acceptation. Il peut refuser ou accepter. Mais ce que souvent les patients ne savent pas, c'est qu'avec un nouveau foie, ils pensent que l'hépatite B ne sera plus là. Or, comme le virus, il est dans le sang, il va attaquer le nouveau foie de nouveau. Le traitement ne sera pas interrompu. Ils l'ont avant la greffe et ils sont indétectables. Ils le poursuivront après. Et lorsqu'ils ont compris ça, que ça n'enlève même pas leur traitement, ils sont souvent d'accord parce que ça va leur sauver la vie. Et pour des personnes, des exemples que nous avons de personnes suivies à SOS Hépatite, le suivi, il est exactement le même. Les antirejets peuvent être arrêtés ou diminués dans les mêmes délais que si c'était un foie qui n'avait pas l'hépatite B. Sauf qu'ils ont un meilleur foie. Ensuite, je peux fonder une famille. Alors, je dis toujours, avec une hépatite B, ce qui est grave, c'est quand on ne le sait pas. Quand on le sait, c'est une maladie comme une autre. On continue à vivre pareil avec. Mais ce qu'il faut, c'est rester dans le suivi et la soigner comme toute autre maladie. Donc, l'hépatite B n'est pas dangereuse pour la mère et son enfant au cours de la grossesse.
Si je suis une femme, mon bébé doit être sérovacciné. Donc ça consiste en une injection de gamma-globuline anti-HBs plus une injection, la première dose du vaccin contre l'hépatite B à la naissance. Et si je suis un homme, mon bébé doit être vacciné, mais cette vaccination peut être commencée à la naissance si vraiment le papa il est trop anxieux, il a trop peur de contaminer. Sinon, l'enfant, il aura le même schéma vaccinal que les autres nouveau-nés. Procréation médicale assistée. Alors, seuls les centres de PMA agréés peuvent accompagner des personnes vivant avec toute infection virale. Ils proposent une activité spécifique avec un circuit séparé pour le recueil et le traitement des gamètes. Donc, tous les centres ne disposent pas de ce circuit. Il suffit juste de se renseigner quel centre, et je pense que les médecins ils connaissent les centres. Alors, pour l'indemnisation, donc l'ONIAM, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, pour l'hépatite B comme pour l'hépatite C, les personnes contaminées par transfusion sanguine peuvent être indemnisées à condition de pouvoir prouver cette contamination. Parce que souvent, les personnes, quand elles sont déjà en stade de cirrhose ou de maladie grave du foie, découvrent une hépatite B fortuitement, ils ne comprennent pas, ils cherchent un peu dans les semaines ou les mois avant, mais quand on leur dit, ou quand on les informe que pour une maladie grave du foie, ça date au moins d'il y a 20 ans ou même un peu plus, ah oui, mais j'avais un accident, j'ai été renversée, j'avais un éclatement de la rate, j'ai eu des transfusions. Donc souvent, oui, quand ils recherchent l'origine, ils ne pensent pas aller loin en arrière. Je n'hésite pas à contacter Santé Info Droit pour toute question juridique et sociale en lien avec les droits de la santé. Donc, ce sont des juristes qui répondent. Et on avait beaucoup d'appels toujours pour les droits à l'assurance de prêt, qui maintenant est amélioré, je dirais, oui. C'est depuis le 1er juin 2022, le questionnaire médical pour l'assurance emprunteur est supprimé. Pour les prêts immobiliers dont la part assurée est inférieure à 200 000 € par personne, il faut également que la fin du remboursement intervienne avant le 60e anniversaire de l'emprunteur assuré. Si ces deux conditions ne sont pas requises, le questionnaire est quand même de rigueur. Mais ça ouvre quand même ça facilite les prêts jusqu'à 200 000 € par personne. Pour un couple, c'est le double, mais il y a quand même certains critères. Il faut que le prêt de 200 000 € soit pour chaque personne, pas pour les deux ensemble. Donc, il y a moins d'appels parce qu'il y a plus, c'est facilité que ce questionnaire médical n'est plus demandé pour des sommes inférieures. Et donc, je n'hésite pas à me rendre sur le site de SOS Hépatite ou sur la plateforme Hépatante où il y a des bulles qui répondent sur l'hépatite B, l'hépatite C, la NASH, la cirrhose, le cancer. Et aussi, il y a les coordonnées donc, de la plateforme. Voilà. Ensuite, un des objectifs majeurs des États généraux était de mieux connaître le vécu de l'hépatite B par ceux qui en étaient atteints, de comprendre à la fois leur perception de la maladie et de leurs attentes. Un questionnaire a été élaboré comprenant une 50aine de questions et près de 200 personnes y ont répondu. Alors ça, c'était une des questions. Donc, quels sont vos besoins pour mieux gérer votre hépatite B et améliorer votre quotidien ? Alors, il y avait quand même 68% qui ont répondu qu'on peut être mieux informé sur ce qu'on peut manger et boire. Ça revient sur ce sujet de l'alimentation. Donc, être mieux informé sur la maladie en général, 67%. 63%, donc mieux informé sur le suivi médical. 59% sur les professionnels de santé qui peuvent vous aider dans une prise en soins. 58% être mieux informé sur le traitement.
53% sur les difficultés potentiellement rencontrées dans la vie professionnelle. Là, c'est surtout par rapport à la stigmatisation aussi, hein. Et 52% donc sur la prévention de la transmission des proches. 47% sur les difficultés en cas de demande de prêt immobilier qui, depuis, a donc été modifié, oui, facilité. Et 45% échangés avec d'autres personnes malades. Alors, les épatants B, oui, doivent ni renoncer au bien-être, ni être dans le déni, doivent être accompagnés et soutenus. Cette partie du questionnaire montre l'urgence d'une approche globale de l'hépatite B. D'abord, la reconnaissance médico-sociale de l'impact qu'elle peut avoir sur la personne, jusque dans son intimité, et pas seulement sur le foie. Ensuite, besoin de soutien des malades et de leur entourage. Et enfin, prise en compte de l'éducation thérapeutique du patient, notamment les interrogations du quotidien. C'est aussi en comprenant mieux le rôle essentiel de leur foie que les hépatants apprendront à le ménager. Oui. On continue. Alors, apprendre à vivre avec la maladie. Donc, l'éducation thérapeutique a un rôle majeur pour aider les patients à mieux appréhender la maladie et ses risques de transmission. Un patient qui connaît sa maladie est plus à l'aise, il sera plus à même d'en discuter avec toute autre personne. Donc, pour les patients, la réalité ne se résume pas à s'inscrire dans un parcours de soins, les parcours de vie. Donc, des facteurs éducatifs, environnementaux, vie familiale, sociale, sexuelle, professionnelle, doivent être pris en compte pour apporter des informations adaptées. Parce que souvent, ils ont aussi des problèmes d'emploi, oui, qui les soucient plus que la maladie. Pour qu'ils restent vigilants par rapport à la maladie, il faut aussi s'occuper des problèmes annexes. Donc, le rôle des associations doit être renforcé pour accompagner les patients, pour compléter les informations reçues et pour les aider dans toutes leurs difficultés. Alors, le soutenir et assurer donc l'accompagnement. C'est une maladie chronique complexe et fluctuante, sans oublier l'hépatite delta qui peut s'y associer et qui aggrave le tout. L'hépatite B est difficile à appréhender. Un véritable apprentissage de la maladie est nécessaire pour comprendre les enjeux, supporter les incertitudes, adhérer au suivi régulier tout au long de la vie et à l'observance d'un éventuel traitement. Cela se passe entre autres par une ambition politique d'éducation thérapeutique du patient ETP. Éducation thérapeutique, oui. Des hépatants bien informés seront d'autant aussi de précieux ambassadeurs du dépistage et de la prévention. Et comme j'ai dit avant, un patient qui comprend sa maladie, il saura aussi en parler. Alors, une des actions prioritaires, alors c'était donc des axes que nous avions sélectionnés comme essentiels à retenir lors des États généraux. Alors, un des axes donc, était aussi améliorer le parcours et la prise en charge. Des actions prioritaires préconisées, donc instaurer une consultation de bilan annuel de la santé du foie, par exemple en hospitalisation de jour, où ce bilan pourrait être intégré. Et former les médecins généralistes pour que les médecins généralistes soient aussi un peu dans l'accompagnement. Mettre à jour le parcours de soins des hépatants B et delta, donc ALD et ORA-ALD, parce que les hépatites B, hépatants B qui n'ont pas d'ALD n'ont pas toujours accès à tout. Hein. Et ceux qui n'ont pas de traitement ne sont pas en ALD, oui, c'est ce que je voulais dire. Pour l'accès donc thérapeutique et aux soins de support. Alors l'idéal serait que l'éducation thérapeutique soit proposée à tous, avec un nombre de séances à adapter aux besoins de chacun et à renouveler
à chaque étape de la vie, parce que souvent, il y a de l'éducation thérapeutique à l'annonce de la maladie ou après la consultation médicale ou avec les résultats. Mais il y a parfois des étapes de la vie où la maladie peut tout simplement s'aggraver ou oui, il y a des modifications qui pourraient de nouveau justifier ne serait-ce qu'une séance d'éducation thérapeutique. Merci Carmen. Je vais laisser la place à Stéphanie qui va nous parler d'éducation thérapeutique. On en a beaucoup parlé aujourd'hui. Alors, je fais suite. Je suis peut-être allée trop vite. On a on va patienter quelques secondes pour avoir le diaporama de Stéphanie. Merci. Je vous laisse. Rebonjour à toutes, à tous. Je vais faire un petit rectificatif par rapport à mon statut. J'exerce encore à l'hôpital de Tourcoing. Je suis et au centre expert à Lille et à l'hôpital de Tourcoing. Et là, je vais vous parler un peu de notre éducation thérapeutique tourquenoise. Donc en fait, nous, on a un programme autorisé depuis 2011. Initialement, ce programme était dispensé pour les patients porteurs d'hépatite C, avec la lourdeur des traitements qu'on connaissait, etc. Et rapidement, avec le médecin hépatologue avec qui je travaille, on s'est rendu compte que nos patients hépatite B, ils avaient des questions et ils n'avaient pas de programme d'éducation thérapeutique. Et ce qui l'a fait notamment réfléchir, c'est les perdus de vue pour les gens qui n'avaient pas de traitement et qui avaient une surveillance annuelle. On avait plus de la moitié des patients qu'on perdait et qu'on ne revoyait plus. Donc en 2016, on a décidé de mettre en place l'ETP pour les hépatites B. Donc 2 ans après cette mise en place, on s'est dit on va quand même évaluer nos indicateurs, notamment l'observance au traitement, parce que il y avait des patients qui avaient compris l'importance du traitement, mais sans éducation thérapeutique, il y avait des oublis de rendez-vous. Du coup, il n'y avait plus d'ordonnance, donc on oubliait de prendre ses médicaments. Puis on attendait le prochain rendez-vous. Et puis du coup, l'observance, elle était un peu compliquée. Et par rapport à ces patients qui étaient perdus de vue parce qu'eux étaient suivis annuellement, il y avait des changements pour notamment par exemple des personnes réfugiées qui changeaient de centre d'hébergement, qui allaient sur Dunkerque, qui était beaucoup plus loin et qui du coup on ne voyait plus, etc. Donc en fait on a dit on va déjà évaluer ces indicateurs-là, et en fait au bout de 2 ans on s'est rendu compte qu'on avait réussi chez nos patients à avoir une observance dans 95% des cas pour les patients suivis annuellement et 95% d'observance pour les patients sous traitement. Suite à ça, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on va encore pouvoir faire parce que c'est chronophage, toutes ces séances. On s'est dit, peut-être que quand ils viennent faire leur hôpital de jour pour le bilan de l'hépatite B, on va faire des séances communes, puisque nous, on est sur des séances individuelles. Et en fait, on a très vite arrêté, puisque ça a été très mal perçu, notamment chez des femmes qui se sont retrouvées avec d'autres messieurs. La mixité, ça n'a pas passé du tout. C'était pas du tout libérateur de parole. Au contraire, ça engendrait des frustrations. Les messieurs présents, ils avaient l'impression que les dames les regardaient un peu de travers. C'était pas toujours vrai, mais voilà, c'était le ressenti. Donc, on a vite arrêté pour l'instant les séances collectives. Alors, notre file active, donc on est une petite équipe, et avec une petite file active, on a en moyenne 30 nouveaux patients par an. 70% de taux de précarité chez nos patients. Donc ça, c'est quand même quelque chose à souligner, parce que c'est vraiment des gens qu'on doit entourer, accompagner, aider, avec des multiples partenaires, notamment les travailleurs sociaux, les foyers d'hébergement, etc. On a 30% de patients qui bénéficient actuellement d'un traitement et 70% qui sont suivis uniquement avec une surveillance annuelle. Alors, l'équipe, elle est toute petite. Donc, on a un médecin hépatologue, 2 infirmières, dont une qui vient d'arriver récemment. Merci. Et on a par contre de multiples intervenants, notamment l'assistante sociale, les éducateurs, les traducteurs, les centres d'hébergement. Voilà.
j'avais envie d'un peu d'illustrer notre TP par des petits cas concrets. Et j'avais envie de vous parler de Sarah. Sarah, c'est une jeune dame guinéenne de 26 ans qui on a suivi pour une découverte d'hépatite B et qui a perdu son AME en parcours de séance de TP, donc qui ne pouvait plus voir le médecin puisque forcément elle n'avait plus d'AME. Et donc nous, on a pu continuer les séances de TP avec elle. On a mis du coup l'assistance sociale sur le coup et on a continué nos séances en discutant avec Sarah. On s'est rendu compte que Sarah elle avait des prises de risques sexuels importantes sans contraception. Donc on s'est dit on ne peut pas la laisser comme ça. Donc du coup on travaille avec le Cégide, on l'a envoyée au Cégide pour qu'elle puisse être dépistée. Puis eux l'ont envoyée au planning familial. Voilà. Et entre-temps, notre assistante sociale a fait le nécessaire pour qu'elle puisse de nouveau bénéficier de son AME. Donc en fait, voilà. D'où l'importance des réseaux et chacun a sa place et son utilité en fait dans notre programme. Voilà un petit peu comment s'articulent nos séances, donc qui sont de nouveau individuelles. Donc on a 6 séances, on va dire, pour tout le monde, et puis on a des séances optionnelles. Donc la première séance, on l'a intitulée « Il était une fois », où là on va situer le foie, par expliquer aux patients où se situe le foie. C'est un organe qui pèse 1,4 kg en moyenne, enfin on va détailler les fonctions du foie et la maladie. Au niveau des modes de transmission et des contaminations, ça va être le deuxième atelier, où là, on va insister sur le dépistage et la vaccination des proches. Et là encore, j'ai un petit exemple qui va peut-être vous faire sourire. On travaille avec la maternité de l'hôpital qui nous envoie bien sûr des patientes si des dépistages d'hépatite B positifs. Et il y a quelques mois, nous avons rencontré une dame originaire du Bénin, première grossesse, annonce d'hépatite B, donc une dame qui était quand même assez inquiète par rapport à son bébé, la contamination du bébé, est-ce que je vais pouvoir l'allaiter, etc. Et dans les questions, on parle à son mari qui était là et je pose la question en disant « Mais monsieur, vous êtes vacciné, est-ce qu'on vous en a parlé ?» Il m'a dit « Oui, j'ai été vacciné au Bénin. » Je lui ai dit « D'accord, et vous avez eu combien d'injections ?» Il m'a répondu « Une seule. » Je lui ai dit « Vous êtes sûr ?» Il me dit « Oui, il y a quelques années, je m'en souviens bien, c'était qu'une seule. » Donc on a quand même reproposé le dépistage à ce papa et en fait il s'est avéré qu'il avait une hépatite B positive. Donc voilà, ça c'est et d'où l'importance parfois de dire oui, vous êtes vacciné, mais je pense qu'il ne faut pas s'arrêter là, parce que parfois il y a des schémas pas complets, des schémas qui n'ont pas été faits en France et c'était compliqué, etc. Donc voilà, ça c'était encore une petite anecdote d'un de nos patients. Et on travaille aussi notamment dans la RDR pour l'utilisation des préservatifs. On a des préservatifs masculins à la consultation qu'on peut donner, mais aussi des préservatifs féminins. Et parfois, c'est pas toujours évident, c'est moins connu. Et on n'hésite pas à faire des démonstrations en fait de l'utilisation du préservatif féminin. Et on a aussi, alors pas un patient qui est chemsexeur. Donc du coup, on a travaillé aussi un petit peu sur la RDR avec lui. Le troisième atelier, c'est comprendre ma maladie et son traitement. Donc là, on a différencié un peu les malades qui sont sans traitement et les malades avec traitement, chez qui, pour les patients ayant un traitement, on va mettre en place des consultations d'observance. Donc après avoir terminé un programme d'éducation thérapeutique, nous, moi j'ai la chance de travailler aussi dans la consultation. Donc en fait, ça nous permet de voir régulièrement les gens, et quand il y a des problèmes d'observance où le médecin sent que c'est un peu compliqué, elle n'hésite pas à nous remettre le patient en consultation d'observance, et c'est vrai qu'on peut parfois débrouiller des situations, notamment dans la prise du traitement. Le quatrième atelier, c'est la fibrose, c'est quoi? Donc en fait, on explique les différents scores de fibrose, comment on les mesure. Alors bien souvent, ils ont fait des fibroscans, mais
on leur explique vraiment c'est quoi un fibroscan. Ça mesure l'élasticité du foie, etc. Parce qu'ils ont vu, mais l'examen proprement dit, ils n'ont pas toujours compris. Puis les différents tests sanguins, le fibrotest, le FIB4. Et en fait, nous, on insiste pour que le patient se situe son niveau de fibrose, notamment quand on a des comorbidités, des gens qui ont des consommations d'alcool excessives avec une fibrose déjà élevée à la découverte de l'hépatite B. Parfois, ça leur permet une petite sensibilisation en disant tiens, je peux évoluer un petit peu plus. Donc, alors, c'est pas toujours, ça va pas toujours faire arrêter l'alcool. On en voit vers des addictos, mais ça peut en tout cas ouvrir certaines consciences. Un atelier aussi sur je protège mon foie, où on faisait une enquête un petit peu alimentaire et puis la nécessité de l'activité physique. Et il y a donc en février 2023, on a un patient qui nous a été envoyé par notre hépatologue qui est sous traitement, qui a un score de fibrose de F3, mais qui a un bilan hépatique perturbé et qui n'est pas bien. Donc on essaye de discuter avec lui. Ce patient, en fait, il a arrêté de fumer il y a quelques mois et c'est un patient qui aime bien le sucre et qui avait pour exemple 8 à 9 canettes de coca par jour, une dizaine de cafés avec à chaque fois 3 sucres dedans, le soir des envies de fumer, donc un paquet de bonbons, voilà, donc le Nutella le matin, les yaourts au chocolat, enfin voilà, une consommation de sucre assez excessive. Et on a incité nos patients à participer au défi sans sucre ajouté du mois de juin, et on lui a proposé de le faire aussi, et en lui expliquant les dangers du sucre. Et aujourd'hui, ce patient a quand même perdu 11 cm de périmètre abdominal, et il a perdu le poids pris depuis l'arrêt du tabac, et avec une sensibilisation sur le sucre. Donc on s'est dit, maintenant on parlait de l'équilibre alimentaire, mais je pense qu'on va aussi se renseigner sur la consommation de sucre de nos patients. On travaille aussi bien sûr sur les comorbidités, l'alcool et les consommations de produits, même si elles sont rares, on en a quand même quelques-unes. Et on travaille en partenariat avec des addictos s'ils le souhaitent. Un atelier où on va parler plus de à qui je dois m'adresser. Qui sont mes ressources quand j'ai un problème, ça peut être mon pharmacien qui peut me délivrer mon traitement si j'ai mon rendez-vous pour une ordonnance. Ça peut être des associations de patients, ça peut être une assistante sociale. Mais en tout cas, on ne laisse jamais nos patients sans savoir ce qu'ils doivent faire en situation problématique. Et après, on a des ateliers qui vont ce qu'on a appelé optionnels, hépatite B et grossesse. Donc notamment dans les découvertes via le biais de notre maternité. Et on insiste bien sûr sur le suivi, mais aussi sur le schéma vaccinal de l'enfant après la sortie de maternité. On s'assure que ce soit bien réalisé. Hépatite B et voyage. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup de patients qui retournent dans leur pays d'origine pour des vacances, pour des séjours prolongés. Et on a déjà eu des cas où on met les médicaments dans la soute et puis on a perdu le bagage, ou l'ordonnance, on ne l'a pas, et puis on a nos médicaments et du coup, à la douane, ça ne passe pas. Donc, on fait un petit atelier sur hépatite B, voyage et traitement. Et on fait bien sûr des ateliers pour les hépatites B delta. Alors nous, on n'a qu'une seule patiente porteuse d'hépatite B delta et qui actuellement est en arrêt de traitement puisqu'elle a un désir de grossesse. Mais voilà, c'est un atelier qui existe. Alors, je vous ai mis un petit peu des témoignages. C'est des témoignages qui sont ressortis suite à nos questionnaires d'évaluation de fin de programme. Et j'ai un petit peu mis en gras, et pour vous souligner un petit peu qu'encore aujourd'hui, je pense que c'est une maladie qui est tabou. Donc, le premier témoignage, j'ai souligné, c'est un tabou en fait. Cette maladie se cache. Voilà, j'ai des idées noires, la peur, voilà, donc je vous laisse les lire. Et le dernier, en fait, où on se rend compte que dans chaque témoignage, il y a aussi l'éducation thérapeutique a eu un côté rassurant. Donc voilà, c'était un petit peu, pas de jugement, voilà, c'était un petit peu le ressenti de nos patients. Je ne sais pas si je peux passer.
Alors, les pistes pour améliorer un petit peu l'accompagnement, on s'est dit c'est bien d'avoir un accès à un programme d'éducation thérapeutique en milieu hospitalier, mais en ville, en fait, il n'y en a pas. En fait, chez nous, il n'y en a pas. C'est vrai que ça manque, notamment, pourquoi pas aller faire de l'ETP sur les lieux de vie des patients, dans des foyers, etc. Un annuaire de traducteurs aussi, et des traducteurs qu'on pourrait solliciter bénévolement. Alors nous, c'est en train tout doucement de se monter sur l'île avec le réseau santé précarité, où des traducteurs sont sollicités. Là aussi, on a aujourd'hui un patient géorgien qui est qui va faire une PMA avec sa femme, qui ne parle pas du tout le français, chez qui on a découvert une hépatite B, qui est à un stade de cirrhose, qui va avoir un traitement. Et on s'est dit, mais Google Traducteur, il a ses limites, on ne va jamais pouvoir passer tous les messages. Donc on a pu solliciter un traducteur, mais c'est encore très restreint. Et c'est vrai que d'avoir un référentiel avec des numéros qu'on peut solliciter par téléphone, ce serait quand même bien. Nous, on aimerait bien aussi avoir une formation, un accompagnement de patients experts ou des pères aidants. Et on s'est dit, le groupe de parole, on a vu que nos séances collectives, ça ne marchait pas, mais pourquoi pas peut-être un groupe de parole en visio et de façon anonyme. Peut-être, ça libérerait la parole et puis il y aurait peut-être moins de jugement. Et on s'est dit essayer en fait de lever les tabous autour du VHB. Et il y a quelques années, on a fait du bruit autour de l'hépatite C. On pourrait peut-être faire du bruit autour de l'hépatite B. Et puis ma dernière slide, c'est en fait une citation qui me dit, qui je pense résume bien l'éducation thérapeutique. C'est: tu me dis j'oublie, tu m'enseignes je me souviens, et tu m'impliques j'apprends. Voilà. Merci. Merci Stéphanie. Écoutez, Inès, Swati, Carmen, Stéphanie, encore merci. Je vous propose de laisser place aux questions. À distance et en présentiel, bien sûr. Je te laisse un micro. J'ai une question directement qui sort de consultation, alors qu'il y a un tout petit peu en parallèle de ça. Est-ce que vous avez senti venir... moi, j'ai l'impression qu'il y a des questions aussi dans la fratrie. Quand il y a plusieurs enfants, la question de... moi, j'ai été contaminé, ma mère m'a transmis l'hépatite B, pas mon frère, pas ma sœur. C'est quelque chose qui sort régulièrement. Et puis, chez les migrants, j'ai eu plusieurs fois... On trouve des hépatites B chez des migrants et on leur demande, faudrait vous... Voilà, ça vient probablement de votre mère. Et le traducteur qui était là m'a dit, faites attention quand vous dites ça, vous insultez sa mère, c'est pas possible que sa mère lui ait transmis une maladie. Et donc du coup, je veux dire, ça sort naturellement. Nous, quand on a un migrant atteint d'hépatite B, on se dit, voilà, c'est une transmission mère-enfant. Est-ce qu'il y a d'autres cas dans la famille? Est-ce que vous savez si votre maman l'avait ou pas? Et visiblement, culturellement, il faut qu'on fasse attention à avoir ce réflexe, je veux dire, relativement simple dans une consultation. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez aussi? Et si oui, comment vous vous en sortez? Alors nous, on a effectivement ce cas, puisque alors on a deux cas. On a d'ailleurs c'était le deuxième témoignage, c'est une dame qui est porteuse d'hépatite C, qui a 2 frères porteurs d'hépatite C et une autre sœur qui sont suivis chez nous. Mais on ne sait pas. Alors, on essaye de faire attention qu'ils ne soient jamais ensemble, parce que finalement, on leur a dit, voilà, il faut dépister vos enfants, vos frères et sœurs. Mais on ne sait pas si entre eux, ils s'en parlent. On n'a jamais réussi à savoir. Et la deuxième question, pour rebondir, nous, c'est plus la difficulté de dire à un patient originaire notamment de pays d'Afrique, votre maman, oui, effectivement, elle peut
porteuse. Et puis, moi, j'ai un patient qui m'a dit, mais elle est dans un village, il n'y a pas moyen de la dépister. Mais si elle n'est pas dépistée et qu'elle l'a, elle va mourir. Donc, en fait, on est partagé entre le dire, oui, c'est important, mais finalement, c'est un message très anxiogène. Donc, c'est vrai que c'est très compliqué. Pour être intervenu chez des jeunes migrants isolés, ils prennent ça vraiment très mal, qu'on leur pose la question, est-ce que la maman est là? Et c'est presque une agression. Mais il faut aborder le sujet un peu, parler de la famille d'abord. Est-ce que vous avez des contacts avec la famille? Vous savez si votre maman était malade? Ou sans vraiment demander tout de suite, est-ce que votre maman l'avait? Ou que ça peut se transmettre par la maman. Demander plutôt des nouvelles de la famille, s'ils avaient des problèmes de santé, l'amener un peu plus doucement. Mais c'est vrai que ils le prennent comme une agression. Et ils le prennent parfois tellement mal qu'ils se ferment. Et puis ensuite, ils ne discutent plus. Ouais. Oui, alors moi, mon cadre est un peu plus particulier parce que je peux faire l'annonce, mais c'est pas moi qui va faire le suivi hépatite B. Au moment de l'annonce, leur questionnement, c'est plutôt autour de la transmission à la femme enceinte et de la transmission à l'enfant à naître. Il y a peu de questions autour de contamination qui viendrait de la mère ou autour de l'état de santé de la fratrie. Donc moi, j'ai moins observé. Bonjour, Cédric, SES Hépatite Alsace-Lorraine. Ma question s'adresse à Dr Inès et Swati. Vous avez parlé du programme Partage 2, que c'est le papa qui va bénéficier aussi d'une consultation. Mais est-ce que dans une famille où il y a plusieurs enfants, les autres enfants peuvent également bénéficier d'une consultation au même titre que le papa, en sachant que les enfants aussi peuvent être contaminés par une autre voie et peut aussi être un facteur pour contaminer les parents? Alors non. Nous, la consultation, on reçoit uniquement des futurs pères ou futurs coparents, okay. Mais on ne fait pas de dépistage au sein de la fratrie. Oui, je comprends la question du monsieur. Dans le cas de votre étude, je comprends bien que vous vous intéressez aux parents et pas aux enfants. Mais sinon, quand on découvre un virus d'hépatite B dans une famille, la recommandation, c'est de tester toute la famille. Donc, l'occasion de la grossesse est l'occasion de choper le père. Mais sinon, les recommandations, à un moment ou à un autre, il va falloir de toute façon que le médecin généraliste, d'ailleurs, ce n'est pas forcément le gynécologue ou autre, que le médecin généraliste teste toute la famille pour vérifier les autres enfants. Mais ce n'est pas dans le cas de votre étude, bien sûr. Oui, c'est ça. On a aussi beaucoup de papas qui sont papas pour la première fois, en fait. Et puis, donc, en cas de découverte d'hépatite B, il y a un parcours qui est bien spécifique à l'hôpital, vers qui on les oriente. Et donc, je pense que toutes ces démarches-là se font par la suite. On a parlé de programmes d'hospitalisation de jour qui intégraient de l'ETP. Et en fait, à Montreuil, en parallèle de l'étude Partage, ils ont monté un programme d'hospitalisation de jour spécifique sur l'hépatite B. Donc avec le docteur Le Timbé,
Voilà, qui n'était pas disponible pour venir nous présenter son programme d'éducation thérapeutique, mais de ce que j'ai retenu, ça a vraiment été monté en parallèle. Et donc, voilà, ça fonctionne bien, et en tout cas, c'est une belle expérience. Une question pour Carmen. Philippe Sony nous avait montré il y a quelques années dans une enquête sur la compliance sur long terme des prises simples d'un comprimé par jour qu'il y avait un groupe de patients, que globalement quand on était à 70-75% de gens qui prenaient leur traitement correctement, on n'arrivait pas à dépasser ça. Alors, pour lui, il y avait entre 20 et 25% de gens qui étaient mésobservants, qui ne prenaient pas tous les jours un traitement. Est-ce que tu penses qu'on a vraiment progressé depuis en termes d'éducation thérapeutique, ou est-ce que, même si on a peu d'effets secondaires, un comprimé par jour, il faut se dire qu'il y aura quand même plus d'un patient un patient sur 4 ou sur 5 qui ne prend pas correctement son traitement? Est-ce que c'est ça qu'on doit garder en tête? Moi, je crois que les patients qui ont eu de l'éducation thérapeutique et qui ont compris, ils sont observants. Il y a des années, et même encore maintenant, il n'y avait pas d'éducation thérapeutique pour l'hépatite B. Il n'y en avait pas du tout. Et maintenant, tous n'y sont pas. Même ceux qui n'ont pas de traitement n'ont pas d'éducation thérapeutique. Or c'est important aussi pour qu'ils comprennent l'importance du suivi. Et avec les traitements, oui. Moi, j'ai des jeunes qui sont déjà venus, c'était en permanence encore. Notamment, je me souviens d'un jeune qui avait été renvoyé de l'armée, où donc ils entrent, hein, ils sont admis, et ils les vaccinent, et 3 mois après, ils font les dépistages. Et lorsqu'ils dépistaient, actuellement, je crois que ça a un peu changé, ils dépistaient hépatite B, hépatite C ou VIH positif, c'était, il a dit, monter dans la chambre, plier bagages et partir. Et ils lui ont dit, tu plies tes bagages et tu vas te faire soigner tout de suite, sinon dans un an, tu n'es plus de ce monde. Donc il a plié bagages, il est allé chez un hépatologue, il a eu un traitement, et après il est venu à SOS Hépatite, il a dit, je veux juste savoir si c'est vrai que dans un an, je n'aurais plus été là. Alors j'ai quand même dédramatisé un peu, mais je dédramatisé, mais j'ai dit après, attention, pas que vous le preniez à la légère maintenant. Il a dit non, j'ai compris. Mais ce jeune avait été un peu traumatisé, oui, mais il a dit, lui, il n'oublie pas son médicament. Donc il ne faut pas aller jusque-là, mais quand je leur dis parfois dans les passes, où j'ai déjà vu des jeunes qui on a introduit un traitement ou qui allaient en avoir un, il les apprend tous les jours. Et il ne faut pas penser que si un jour on ne le prend pas parce que vous le prenez à vie, hein, c'est grave. Je dis, si tu déconnes avec le premier traitement, il n'y en a qu'un autre. Et si tu déconnes avec le deuxième, il n'y a plus rien. Donc quand ils ont compris ça, il faut parfois leur donner des trucs flash. Et quand ils ont compris ça, ils comprennent l'importance de l'observance. Et je crois beaucoup, c'est tout de suite au départ ce qu'on leur dit qui a un impact sur la suite. Pour l'anecdote, on n'avait absolument pas pensé pour le rapport sur l'hépatite B à proposer l'éducation thérapeutique pour le traitement de l'hépatite B, qui est un comprimé par jour. Et puis bon, voilà. Autant pour l'hépatite C, c'était bien inscrit qu'il y avait de l'éducation thérapeutique, mais c'est vrai que ce n'était pas encore très courant. Et donc, on avait complètement chanté ça. Et c'est Patrick Yenny, en relisant le rapport, puisque donc, le CNS donne aussi un avis, qui a dit « Ah oui, mais non, Françoise, il faut absolument que vous mettiez l'éducation thérapeutique aussi pour le B. » Et donc, on a rajouté effectivement 2 phrases, c'est que, voilà, notamment, et notamment aussi pour une meilleure compréhension de la maladie et de son importance. Donc, mais c'est vrai qu'on avait complètement chanté, j'avoue. Mais maintenant, c'est écrit. J'avais une question à toutes les 4. On a bien compris que tout le travail que vous faites, le contact physique est important. Dans les congrès de diabétos, ils viennent de se poser la question de l'éducation thérapeutique à distance, en visio. Est-ce que là, on dit, ben voilà, tous les patients hépatite B, on est forcément pas à la porte à côté d'un centre expert. Est-ce que vous pensez qu'on devrait réfléchir? Est-ce que
est-ce que les gens seraient éducables à distance en visio? Est-ce que vous pensez que c'est une piste, que c'est des choses sur lesquelles il faut qu'on appuie? Est-ce que dans vos pratiques professionnelles, vous êtes prête à avoir une demi-journée devant un écran et des gens à appeler? Enfin, est-ce que c'est un avenir ou est-ce que c'est une fausse piste? Nous, on a fait un peu de visio pendant le Covid. Ouais. Donc du coup, c'est vrai que c'était parce qu'on ne voulait pas casser le lien, même si c'était compliqué parce qu'on était mis dans d'autres services et on trouvait quand même du temps le soir d'aller faire des visios avec nos patients. Mais je pense qu'effectivement, oui, ça peut être une bonne idée et ça peut ouvrir un accès à des gens qui n'ont pas la possibilité d'avoir un programme sur un centre hospitalier, et une visio, ça peut être bien, oui, effectivement. Et même passer directement du médecin généraliste. Enfin, on imagine les gens qui n'ont pas une hépatite active, qui n'ont pas besoin de l'hépato, ça pourrait être un champ direct. Oui, par rapport à la visio, moi je crois que ça peut fonctionner. Et en plus, on touche, on met une visio en place, c'est pas que la région qui le met en place, qui touche les patients de la région. Avec une visio, on peut l'ouvrir, par exemple, pour SOS Hépatite, sur tout le réseau. Donc, ça touche toutes les régions. Et pour l'expérience que j'ai pour l'animation, co-animation pour les personnes qui sont touchées par le Covid long, et ça fonctionne très bien aussi pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Parce que dans le Covid long, il y en a beaucoup qui ne peuvent pas se déplacer. Elles ne pourraient pas aller à un groupe de parole si elles devraient seulement, rien que pour le trajet, et ensuite encore être... alors que là, elles sont à domicile, elles se connectent, c'est une fois par mois, il ne faut peut-être pas le faire trop non plus, mais ça peut fonctionner, oui. Nous, de notre côté, on essaie de ne pas faire de téléconsultation, mais pour une bonne raison, c'est qu'en fait, on profite de la consultation pour tout faire, pour faire le bilan sanguin, pour faire la vaccination. Et donc, on s'est aperçu que quand on prescrivait les dépistages, il y avait des papas qui ne les faisaient pas, en fait. Donc là, on leur donne une consultation et on est sûr que dépistage et vaccination sont faites. Merci, c'est partagé que suite aux états généraux, donc on a pu concentrer tout ce qu'on porte et on le répète et on travaille avec tous les partenaires, tous les acteurs pour faire bouger les lignes, pour bouger les montagnes. Et on a, de mémoire, c'est depuis 2022, je regarde ma collègue Véronique en parallèle, on a fait un groupe Facebook. On n'a pas tout de suite attaqué la visio parce qu'on s'est dit... Bon, la visio, la caméra cachée, on va voir. On a d'abord fait un groupe Facebook qui fonctionne, mais on aimerait bien qu'il y ait une dynamique un peu plus importante. Et c'est vrai que en préparant l'atelier avec vous et avec la proposition de Stéphanie de faire des visios, je me suis dit, on va voir Véronique, on va voir ce qu'on peut faire, on va voir Véronique et Carmen, on va voir, toujours pour améliorer et puis proposer et ne pas oublier ce qu'on porte, c'est d'avoir une dynamique dans l'hépatite B, une impulsion, avoir des personnes concernées qui sont ambassadeurs. On est bien conscient de tous les freins et qu'on ne nie pas, mais il n'y aurait rien de mieux que d'avoir une communauté plus importante qui porte elle-même de personnes concernées, qui porte elle-même ses besoins, qui nous renforce dans les plaidoyers qu'on porte. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et donc, je passe le micro à ma collègue Véronique qui va nous parler du groupe Facebook. Oui, je veux bien compléter. C'est-à-dire que ça rejoint un petit peu ce que Stéphanie a parlé tout à l'heure, à savoir que quand ça se déroule en collectif, c'est compliqué. Donc là, sur le groupe privé, je pense qu'il y a de ça aussi. C'est une maladie qui reste tabou, vous l'avez dit, je le répète. C'est compliqué, ça induit le sexe, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il y a des difficultés avec ce groupe-là. Il y a ces histoires de mixité aussi. Et peut-être que oui, en visio et de façon individuelle, ça peut être une idée à creuser. En tout cas, bonne idée. Merci.
rebondir sur le traitement 1 comprimé par jour. C'est pour l'hépatite C, pareil. Au début, où nous intervenions à Colmar, à l'hôpital Pasteur, on y allait régulièrement. Les personnes passées chez SES Hépatite, on parlait de tout, ça fonctionnait très bien. Ça a été interrompu par la Covid et non interrompu déjà par le départ à la retraite d'une hépatologue. Et j'avais repris avec l'autre. Il y a eu un intervalle où nous n'étions pas présents. Et elle a dit, elle insiste auprès des patients pour l'observance, donc pour l'hépatite C, qui était donc une prise par jour. Mais il y a des personnes qui ne reviennent plus. Et la secrétaire le leur répétait. Elles avaient le résultat indétectable au bout d'un mois, elles ne revenaient plus. Et il n'y avait rien à faire, même en les contactant, ils ne revenaient plus. Et elle a dit, elle s'est rendue compte que tant qu'on était présent, il n'y avait pas ce souci. Et là, c'était vraiment flagrant. Le nombre de personnes qui ne venaient pas au rendez-vous ou qui ne terminaient pas les traitements. Je pense aussi qu'il faut faire un petit peu attention à nos messages. On a eu une anecdote d'un patient que j'ai revu parce que il y avait un problème d'observance et sa charge virale c'était de nouveau positivé. Et donc j'ai un petit peu creusé avec lui et il me dit en fait le docteur elle a dit vous le prenez le matin, moi je le prends, je déjeune tous les matins à 9h et je le prends à 9h, etc. Mais plusieurs fois j'ai fait la fête et puis j'ai eu des grasses matinées. Donc comme il était plus 9h, je ne l'ai pas pris. Alors ça paraît drôle et on se dit non mais quand même, mais ça existe. Donc ça a le mérite. Et maintenant nous on essaye de travailler différemment, notamment on a un patient avec des horaires de nuit, etc. On leur dit écoutez, c'est votre traitement, c'est à vous d'être acteur de votre maladie et essayez. Il y a forcément quelque chose, quoi qu'il arrive dans votre vie, si vous sortez tard le soir, que vous faites systématiquement. Alors il y a des gens qui me disent oui, brosser les dents, brancher mon téléphone, peut-être associer la prise de médicaments avec ce rituel pour améliorer cette observance en fait. Je voudrais revenir sur la visio. Vous n'avez pas peur que ça écarte les gens qui sont dans la précarité et qui justement ne suivent pas le TP? Oui, ça reste... Parce que celui qui a un ordi et qui a un chez-soi et celui qui vit en extérieur, il ne viendra pas. Oui, c'est vrai. Mais on n'a pas réussi, nous, dans notre expérience, à faire venir les gens pour un groupe parce que c'est tabou, ils ne veulent pas en parler. Donc, on s'était dit, voilà, effectivement, ça peut éloigner. Alors après, nous, on travaille avec aussi des CARUD et des XAPA, notamment des CARUD, où il y a des ordinateurs, où les gens peuvent avoir accès à un ordinateur et tout ça. Donc, c'est vrai que ça peut être des pistes, mais c'est vrai que ça peut éloigner des gens aussi, effectivement. Il y a quand on compare la culture des soignants du VIH à celle des gens qui interviennent dans les pathos, ça ne s'est pas inscrit dans le même temps, il n'y a pas eu la même histoire. Mais il y a un mot qui est arrivé très, très, très tôt dans le VIH, sous la pression des patients, c'est le concept de pardonnance. Et je ne l'entends pas en hépato. Le concept de pardonnance, c'est y compris du côté des industriels qui vendent les médicaments, il y a une pardonnance de 12 heures, de 18 heures. Si le patient il rate son traitement, il a 12 heures pour se rattraper, il n'y aura pas d'implication. Et on sait dans le VIH qu'il y a des traitements qui ont des pardonnances maintenant de plus de 24 heures. Donc quand on sent qu'on est face à des patients précaires, etc., on va même aller jusque dans notre prescription à tenir compte d'avoir des médicaments à longue de vie, parce qu'on dit celui-là, ça va pas être bon, voilà, faut donner des traitements. Et je trouve qu'on gagnerait peut-être, je ne sais pas ce que tu en penses, Carmen, mais dans l'hépatite B, personne dit, voilà, vous pouvez rater de combien d'heures, quoi. Qu'est-ce qui se passe? D'éduquer les gens au rattrapage de la prise, quoi. De ne pas dire c'est à heure fixe et toutes les 24 heures, il ne faut pas l'oublier, mais vraiment de faire ce travail sur la pardonnance et inculquer ce concept de pardonnance dans la prise en charge, que ce soit pour la C, pour la B ou même pour la delta demain. Avec le risque de la pardonnance que le délai augmente, si je peux 12 heures, 12 heures pour 16 heures, puis 18 heures, et effectivement un risque d'escalade aussi. C'est sûr. Mais avant de recommander toujours à peu près à la même heure pour avoir le même intervalle, moi je les fais réfléchir quel moment de la journée il pourrait le prendre à heure régulière.
Moi, je me souviens d'un monsieur qui travaillait dans les jardins publics. Il était jardinier. Il a dit, je fais une semaine du matin, une semaine d'après-midi. Il n'y a pas de toilette. Or, le médicament lui déclenchait des diarrhées après. Donc, c'était son souci. Alors, il fallait trouver on a réfléchi ensemble un horaire qui pourrait convenir. Il a dit, le soir, je ne vais pas me gâcher les soirées non plus quand je suis à la maison. Et finalement, on a trouvé la semaine du matin, il le prenait, je ne sais maintenant plus, un peu avant midi. La semaine d'après-midi, un peu après. Donc, il y avait une heure de décalage par rapport à une semaine sur l'autre. Ça, ce n'est pas grave. L'essentiel Donc, ce qui est important, c'est de trouver le moment auquel quelqu'un qui fait une grasse matinée, c'est pas la peine. Donc, il envisage de le prendre le matin. Mais peut-être le soir, il se couche qu'à minuit. Hein, alors, il peut le prendre au coucher. Alors, si vous êtes d'accord, il est 17h22. Je vous propose de passer à la dernière phase de la journée. On a parlé de restitution des ateliers et de la fin de la première journée. Donc, écoutez, j'ai le micro, l'atelier vient de se terminer et j'ai aussi la chance d'avoir les deux diapositives les dernières du diaporama de Stéphanie, hein, qui résume bien aussi des priorités. Je ne sais pas si je peux avoir à nouveau le diaporama de Stéphanie. Je reviens en arrière, j'essaye. C'est magique. Voilà. Donc, on a eu la chance d'avoir avec Inès et Swati un projet qui porte la santé globale et aussi le dépistage chez les jeunes pères. Hein. Donc, comme Swati l'a insisté sur le sujet, c'est une population qui ne se dépiste pas beaucoup, qui ne se sent pas malade. Donc, la question, c'est comment rendre les usagers déjà acteurs de leur santé, comment les informer, comment les rendre acteurs de leur santé, et quand ils doivent se faire suivre, comment faire en sorte qu'ils soient adhérents. Et donc là, on a tout ce qu'on a porté avec l'éducation thérapeutique. Avant l'éducation thérapeutique, c'est déjà faire aussi en sorte que les patients ne s'isolent pas, ne soient pas dans le déni. Donc c'est faire en sorte que tous ces enchaînements, en tout cas les personnes soient orientées. J'ai beaucoup apprécié donc tout ce on a beaucoup parlé de facteurs de motivation pour le dépistage et pour le soin. Donc c'est insister sur le sujet avec des dispositifs qui existent déjà, mais qui, comme pour tout, voilà, il y a des améliorations possibles, mais avec des problématiques de ressources, de moyens. Donc continuons dans ce sens. Et donc nous sommes là pour changer les pratiques. Et en fait, on voit bien que c'est les pratiques déjà des usagers, des personnes malades et les pratiques des professionnels aussi, avec le volet de l'étude partage. Donc continuons, ne lâchons pas. Je suis absolument confiante par rapport à la suite, mais malgré les difficultés. Et voilà. Et donc, il y a les 6 points qu'a listé Stéphanie. Avoir accès à un programme de TP en structure hospitalière ou en ville. Et donc, voilà, on va travailler dans ce sens. Hein. Au niveau de notre réseau, on a la chance de porter un programme d'éducation thérapeutique, mais qui était avec l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. On a changé une ressource humaine. Donc, on va voir comment rebondir et continuer de garder cette habilitation. Donc, l'annuaire de traduction, on a beaucoup parlé aussi de la réalité, de la précarité, de la réalité des problématiques du logement, de la traduction tout court. Donc, et c'est vrai que Stéphanie l'avait partagé aussi pour même des personnes qui ont une CMUC pour lesquelles, en termes de prise en charge, c'est pas du 100%. Donc, voilà. En tout cas, multiplions cette problématique de la traduction, multiplions les outils, en tout cas les annuaires, la formation et l'accompagnement de patients experts et pairs aidants. Donc, évidemment, on le porte à 200%. Et donc, on va voir avec la visio comment on arrive à mobiliser les personnes qui font partie du groupe hépatite B que nous portons. Donc, ce qui revient au groupe de parole en visio et anonyme. En tout cas, c'est comment libérer la parole et puis comment continuer d'entendre la voix des personnes concernées, de les informer, de les orienter et de porter leur voix. Et bien sûr, essuyer le levier des tabous autour de l'hépatite C. Et donc là, de façon globale, par rapport à tout ce qu'on a porté aujourd'hui, on aimerait beaucoup une campagne d'information nationale.
on verra bien, mais en attendant, nous faisons tout ce que nous pouvons à la hauteur de nos moyens. Je ne vais pas empiéter sur l'atelier 1, mais voilà, il y a tous les outils qui sont développés par tous les partenaires, qui peuvent être mutualisés. Mais voilà, c'est vrai que à titre individuel, je me dis quand même, quand on a des campagnes à l'arrêt de bus, etc., en tout cas, voilà, ça fait ses preuves, ça fonctionne en termes d'information, de lutte contre la stigmatisation. Donc, on en rêve, on va continuer d'insister et continuer de travailler dans ce sens. À qui est-ce que je passe le micro maintenant? Et bien sûr, bon, il y avait je vais voir sur le bouton, mais encore merci à toutes et merci aussi Stéphanie. Voilà.